La loge des Fratellini, cette coquille d'escargot que je trimballe un peu avec moi de film en film et d'exposition en exposition. J'avais utilisé en effet une phrase de Rodchenko dans les lettres à sa femme en 1925, quand il était à Paris pour monter l'exposition internationale des arts décoratifs. Et il écrivait un jour en disant qu'il avait vu la loge des Fratellini et que cette loge lui était apparue vraiment comme quasiment un travail d'artiste. En tout cas, il cite vraiment le mot artiste. Alors, il y a l'origine, on pourrait dire mobilière, avant même de parler des accessoires et des costumes qui remplissent cette loge. Par exemple, étagères, table de maquillage, vitrines et chaises. Ça, je l'ai pris sur une gravure qui représente la loge des Fratellini en 1925, que j'ai réinterprétée. Et ensuite, dans cette loge, il n'y a plus rien qui fait finalement le lien avec les frères Fratellini, puisqu'on n'a pas d'objet des clowns, on n'a pas des instruments de musique et on n'a pas non plus les objets du cirque. On a justement des objets qui m'ont accompagné dans tous les tournages des films, les réplicures ou les dialogues fictifs. Et donc, ils sont venus peu à peu prendre la place de plus en plus gonflée dans la loge. J'ai été conduit à travailler sur des réplicures de scènes de La Grande Illusion, du film de Jean Renoir. Réplicure, c'est un mot d'invention, donc c'est répliquer quelque chose. Et les copistes au cinéma qu'on a fabriqués avec David Legrand et Marc Guérini quand on a fait les réplicures, c'était des personnages qui se seraient introduits nuitamment sur les plateaux de tournage pour rejouer ce que les acteurs avaient joué pendant la journée. On est des doubles de Pierre Freinet, des doubles de Jean Gabin, et donc il faut un double des clés pour s'introduire sur les plateaux de tournage de 1937 et rejouer La Grande Illusion. Donc voilà, c'est mis à part le côté un peu anecdotique de cette entreprise, c'est se dire si on va au Königsbourg en 2000, je crois, eh bien, on va toucher quelque chose que Jean Renoir a vécu en 1937. Voilà, et de fil en aiguille, entre réplicure et dialogue fictif, par exemple, le dialogue fictif entre Joseph Beuys, l'artiste, Dürer, l'artiste, ou Le Corbusier, l'architecte, et Albrecht Dürer, l'artiste, et tous ces objets qui sont les caractéristiques finalement des artistes. Le gilet de pêcheur de Joseph Beuys, le chapeau de Joseph Beuys, son jean, le manteau de Dürer sur son autoportrait à la perruque, voilà. Tout ça, ça a fini par entrer dans la loge. Donc ça fait vraiment un mélange assez explosif de choses qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Et là, ça redevient finalement assez grotesque et assez clownesque, puisque les clowns n'hésitent pas à mettre des grandes chaussures avec une perruque, avec un nez rouge et avec des gros outils et des grosses haches pour se fendre la tête. Et donc, c'est finalement par l'accumulation de tous ces films à sujets vraiment fondamentalement différents que quelque chose s'est peut-être créé dans la loge qui nous a ramenés au cirque. Voilà. La mise en musique dans le cadre de la loge, elle participe de ce passage d'un monde archaïque de la tradition orale, qui est là, dans ce cas-là, une manière de jouer de la musique et de fabriquer ces instruments qui vient de Sardaigne. Le fait de rajouter des partitions en roseau qu'on peut jouer, hein, on peut vraiment obtenir des sons avec tous les roseaux qui sont dans la loge, ça parasite les objets ou ça leur donne des nouvelles réalités, un nouveau champ d'interprétation. Et en ça, là, une fois de plus, ça se reproche un peu des objets de clown, parce qu'on voit très bien comment, en rétrécissant les violons, en augmentant certaines choses, enfin ça se joue souvent sur des rapports de proportion. On peut obtenir du grotesque et du dérisoire à partir de choses qui sont extrêmement sérieuses. C'est-à-dire que tout d'un coup, le registre du violon classique devient drôlatique parce que le violon est tout petit, que le clown arrive quand même à en jouer. Et dans le contexte de la loge, en tout cas, la mise en musique des vêtements, de certains vêtements, d'une grande partie du mobilier, c'est aussi leur donner comme ça cette nouvelle fonction et puis les faire aller vers un ailleurs qui leur enlève voilà, du sérieux. C'est pas citationnel, quoi. J'essaie pas de reproduire la chaise des Fratellini
Ce qui m'intéresse, c'est qu'une chaise qui pourrait ressembler à celle qu'on voit sur une gravure devienne une chaise de clown. Dans ce cas-là, c'est une chaise des Fratellini. Donc dans cette loge, il y a aussi cette idée qu'il y a toujours une transformation possible, une remise en situation des objets, où les objets peuvent être relus, réinterprétés et transformés pour des nouvelles situations, des nouveaux tournages ou des nouvelles expositions. La salle du bas, elle relie la question de la collection faite par le FRAC avec la loge. Donc il se trouve qu'en bas, il y a des costumes aussi qui sont présentés, qui ont un statut un peu différent parce que justement, ils n'apparaissent pas dans des films. Pour le moment, ils n'apparaissent pas dans des films. Voilà. Le costume de Tatlin, ce n'est pas le costume de Tatlin en personne, c'est le costume qui devrait vêtir les Russes. Et le costume de Rodchenko, bien que ce soit un costume d'artiste, il part quand même de cette idée qu'il va y avoir des costumes de fonction. Et sa femme, Stefanova, travaillait vraiment sur cette idée qu'un jour, il y aurait des costumes de fonction. Le costume des sportifs, le costume des pompiers, le costume des infirmières. Le costume allait transformer l'homme, puisque de toute façon, il allait advenir un homme nouveau. Et il y a aussi un autre costume, c'est le costume de Beuys. On sait que Beuys a passé un long moment à parler dans le cadre de ses expositions de l'expérience qu'il a eue de son crash en Crimée, donc fantasmé, fictionnel ou réel, mais en tout cas, il a toujours renvoyé aussi cette question de sa survie à son crash, à la présence sur le territoire de Tatars qui l'auraient sauvé, soigné, et aussi, d'une certaine manière, rendu ouvert à une forme de rituel. Et Beuys a beaucoup réutilisé cette légende préfabriquée, finalement, pour s'appuyer sur cette question de l'artiste passeur ou récepteur, ou transmetteur, enfin on ne sait pas trop. Chez lui, ça prend toutes sortes de formes. Et cette salle est plutôt dédiée, pour moi, à cette réflexion en ce moment sur ces questions que à l'idée du costume de spectacle dans la loge, par exemple. Et le dernier costume, c'est celui qui est lié au rituel chamanique. Et celui-ci, il a besoin, dans la tradition, de s'accessoiriser pour le rituel, ou avec la musique, avec les cloches, ou avec les franges, des choses qui vont bouger pendant la danse. Enfin, tout un ensemble de pièces de costume, très lourd, très encombrant, très chargé, qui sert aussi à atteindre l'état de transe. Dans ce cas-là, en effet, on peut dire que plutôt les passages entre les costumes de la loge et les costumes de la salle au rez-de-chaussée sont des passages qui se font non pas parce qu'il s'agit de pièces vestimentaires, mais aussi parce que tous ces costumes sont censés changer l'artiste ou la personne qui les porte. Ce qui fait que la réinterprétation, même dans la salle du bas du costume de Beuys, me renvoyait immédiatement à tout cet univers, qui est l'univers du déguisement, mais plutôt dans ce cas-là des changements de personnalité, des transformations, des biographies d'invention, enfin voilà, toutes ces questions terriblement strohémiennes où justement on refait sa vie, on refabrique sa vie, on enfile des nouveaux vêtements, des masques, et qui est presque le lieu d'origine de la loge, puisque une des pièces les plus visibles quand on entre dans cette loge, c'est toujours qu'il y a une table de maquillage, donc on va se transformer. Il va y avoir un moment de transformation. Le rapport à l'histoire, par contre, dans la citation, je trouve particulièrement important. C'est-à-dire que j'ai une sorte d'obstination pour les sources. Il y a quelque chose dont on ne s'approche jamais, c'est la soi-disant vérité historique. Donc, je sais très bien que je vais remplacer des fictions par des fictions, puisque, en fait, je m'intéresse quand même beaucoup plus au côté fictionnel de toute cette opération artistique ou cinématographique qu'au côté soi-disant documentaire. Mais en tout cas, quand je remplace une fiction par une autre,
J'ai envie que le déclencheur, ça soit justement une question. Et c'est ces questions historiques-là qui me poussent à travailler plus qu'une sorte de rapport à l'histoire qui serait assez général. Voilà. Des moments où je me dis, ah, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui pourrait être redit d'une autre manière.